Tac, nous sommes en ligne. Bonsoir à tous. Merci d'être, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. merci de nous avoir rejoints ce soir. En tout cas, ravi de voir qu'on a pas mal de monde qui nous suivent ce soir pour ce webinaire. Je tenais aussi à remercier du coup le docteur Mathieu Collin pour avoir accepté justement de parler d'un sujet qui est à cœur maintenant depuis 2 ans. Ça fait quelques années qu'on se dit qu'on allait faire on va dire cette thématique, en tout cas en discuter. C'est un sujet qui est encore ouvert et en phase de progression d'ailleurs au passage. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nalven, j'ai fondé Smile 3D il y a maintenant 5 ans, et puis je vais laisser Simon se présenter, et puis derrière on laissera la main à Mathieu pour nous présenter pas mal de petites choses intéressantes ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Effectivement, comme Nolven vient de le souligner, on est très heureux du nombre de participants ce soir et de l'intérêt que vous avez tous sur ce webinaire. Et donc moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis chez Smile 3D. Je m'occupe et je gère toute la partie numérique et notamment des praticiens comme Mathieu qui ont comment dire, qui font l'honneur en tout cas qui nous fait l'honneur ce soir d'être présent avec nous et d'expliquer un peu sa transition en numérique et comment il a pu bifurquer toute sa pratique en presque full numérique. Mais Mathieu expliquera mieux que moi sa transition. Ok, alors je ne vous vois pas, ni les uns ni les autres, donc vous pouvez m'envoyer des messages s'il y a besoin. Alors effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Colin, je suis un plantologue, et moi je suis vraiment passé, j'ai mis du temps à passer au numérique. Enfin, j'ai mis du temps maintenant, ça fait quand même 6 ans, mais voilà, je ne suis passé au numérique que quand j'ai estimé que ça valait vraiment le coup. Donc ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de ma révolution numérique et comment on est passé, que ce soit du scanner au provisoire, imprimé. Comment, alors sans casque, ça serait exagéré de dire sans casque, mais en tous les cas, avec beaucoup moins de casques qu'avant et avec des casques qui peuvent être explicables. Voilà, je voudrais évidemment remercier Smile 3D parce que Simon, c'est quelqu'un qu'on se connaît depuis longtemps et on a réussi grâce à Smile 3D à bosser ensemble. Il accepte mon impatience et je l'en remercie officiellement. Quant à Nolven, c'est quelqu'un qui assume, plutôt que de m'imposer quelque chose, m'expliquer en fait que ça serait bien d'aller vers quelque chose. J'en parlerai un petit peu au fur et à mesure. Je remercierai les gens qui méritent d'être remerciés. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Donc moi, ma société de formation, c'est For Your Smile. Je fais beaucoup d'édentés complets. Je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qui a vraiment changé à mon sens. Alors tout d'abord, je ne peux pas attaquer cette conférence sans remercier docteur Sébastien Meloul qui m'a accompagné dans l'aventure For Your Smile pendant 4-5 ans. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté sur la partie numérique. Voilà, lui, il fait tout en numérique. Il fait de la full guidée. Là où moi, je m'arrête au forêt pilote. Après, on a à peu près le même exercice. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend tous vers à utiliser le numérique, que ce soit pour la partie provisoire. Et puis, ça merdouille un peu quand on arrive à la partie définitive quand même. On va en parler. Donc, qu'il trouve là tout mon profond respect et ma gratitude pour tout ce qu'il m'a aussi apporté. Alors, voilà. Quand on parle de l'édenté complet, ben, on va être sur une sorte de… Au début, c'était un triptyque, quadriptyque. Maintenant, c'est un quatupltyque, je ne sais pas comment on dit. Donc, en fait, effectivement, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs points importants. Il y a la chirurgie. La chirurgie, ce n'est qu'un point. Il y a la planification, donc le numérique, la planification, tout est plus ou moins lié puisqu'effectivement, la caméra va nous permettre de planifier, la caméra va nous permettre d'enregistrer les informations avant. Bah, du coup, elle va nous permettre aussi, comme vous pouvez le voir en haut, de gérer l'occlusion grâce au numérique. Et puis, toujours pareil, ce workflow numérique, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. En gros, ce voyage numérique nous amène aussi vers l'impression 3D pour arriver finalement aux prothèses, qu'elles soient provisoires ou définitives. Et c'est vrai que quand je fais mes conférences sur le full arch, j'ai tendance à dire que finalement, la chirurgie, c'est une toute petite partie de l'histoire, enfin du voyage en tous les cas. Et c'est vrai que le numérique nous a beaucoup aidés. Néanmoins, il y a quand même 2 problèmes qui persistent, à mon sens, à ce jour. Le premier, ça va être les matériaux. Donc là, vous avez un exemple parmi tant d'autres. Vous avez des bridges PMMA avec des T-bases, des bridges PMMA sans T-base, des zircones. Vous avez des zircones des full zircones avec sans variobase. Vous avez
des barres coulées, soudées, vous avez un peu de tout. Et les matériaux, pour moi, c'est un problème. Quand je commence mes conférences, je dis toujours un truc. À mon sens, aujourd'hui, les matériaux ne sont pas à la hauteur du concept de réhabilitation des dentés complets. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on nous a sorti le PMMA, on a vraiment tous pensé que le PMMA était plus souple que la zircone, ça nous permettrait de gérer plein de problèmes. Et en fait, on a pris plein de gamelles, très clairement. La zircone, c'est beau, c'est chouette, mais à mon sens, c'est quand même pas encore le matériau, c'est trop exigeant, ça pardonne trop peu de choses, enfin pas assez, ça ne nous permet de pas avoir assez d'erreurs et d'ajustements sur des grosses réhabilitations. Et ça nécessite, au-delà de la réalisation, on ne va pas rentrer dans les détails, mais réaliser un bridge FP3 full zircone, c'est tendu quoi. Sur l'usinage, c'est tendu sur le frittage, c'est tendu sur les temps de chauffe, les temps de refroidissement. On a pas mal de galères. La zircone même en FP1, on va y venir, c'est pas non plus la panacée, surtout pour la partie empreinte du définitif. Et là, on va voir que ça aussi, c'est un gros point et que là, la notion de photogrammétrie est intervenue. Le deuxième point, ça va être justement, on en parlait, c'est l'empreinte. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez empreinte numérique versus analogique. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez les empreintes comme on les faisait pendant longtemps. En fait, je vais vous dire, si vous regardez à droite de l'écran, on a commencé avec les empreintes au plâtre. Il y a des années, moi, j'étais même pas encore dentiste. Et puis, ma génération, on a fait une empreinte double mélange. Et moi, à l'époque, quand avec le docteur Mathieu Chotard, avec qui on a créé For You Smile, on est allé à l'ADF et qu'on a vu le niveau des caméras, les mecs qui faisaient beaucoup de numérique déjà à l'époque, les Olivier Boujna, les Thibaut Casas, les Seb Meloul, les mecs nous ont dit, pour l'instant, c'est pas au point. Et vous allez perdre du temps. Donc, nous, on s'est formé à l'empreinte au plâtre en 2016, quoi. Et puis après, tu as réduit toutes les caméras et on va en parler aujourd'hui. C'est un vrai débat. La caméra numérique sur la mise en charge immédiate, il n'y a pas de débat. La caméra numérique sur le définitif, là, on commence à toucher du doigt un point important. Alors, j'aime beaucoup cette diapo, elle est largement inspirée, si ce n'est copié-collé, de mon ami Sébastien Meloul. Dans le voyage patient, il y a quoi? Il y a d'abord l'acquisition. Ensuite, il va y avoir la planification. Ce n'est pas forcément faire un guide, hein, planifier une intervention. Aller sur un scanner, placer un implant, regarder la longueur, le diamètre, l'axe, c'est déjà planifié. Ensuite, il y a la fabrication d'un guide et ou d'une prothèse provisoire. Et enfin, il y a la partie clinique, la pose de la prothèse en question, du définitif ou du provisoire. Alors, l'acquisition, elle passe toujours par trois stades. Aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre parler. Ça a été largement lancé par le docteur Sébastien Meloul, à qui je ne saurais que trop vous conseiller pour ceux qui veulent vraiment apprendre le full guidé, d'aller se former chez lui. D'abord, l'acquisition, c'est les photos. Aujourd'hui, c'est difficile de communiquer à plein d'égards, que ce soit avec son labo, avec ses patients, avec, on va même pas parler du point de vue médico-légal, mais ne pas faire de photos, c'est un petit peu dommage. La deuxième chose, c'est l'acquisition avec les fichiers STL, c'est-à-dire la caméra numérique, l'empreinte optique, l'empreinte du patient. Et enfin, il y a les fichiers d'ICOM issus du scanner du Conmim. Ensuite, vous allez, avec les fichiers STL, décider de faire une planification ou comment vous allez poser la prothèse, etc. Vous allez planifier votre future prothèse, votre chirurgie, et vous allez faire votre clinique, c'est-à-dire les implants à main levée. Soit vous allez, issu du JPEG, du STL et du DICOM, en tous les cas, surtout STL et DICOM, donc de la caméra et du scanner, vous allez préparer, réaliser un guide chirurgical. Soit vous le déléguez, soit vous le faites vous-même, en full guidé ou en forêt pilote. Et ensuite, vous allez le produire. Alors, cette même empreinte 3D va vous permettre aussi non seulement de faire vos guides, mais aussi de faire votre bridge provisoire. En l'occurrence, nous, on est passé de la 3 à la 4. Aujourd'hui, clairement, c'est à mon sens un des gros points de changement de mon exercice. On en parlera un petit peu après. Et après, voilà, ça vous permet de revenir à la clinique si vous êtes passé par un guide à l'étape de la planification. On avait fait une conférence avec Sébastien il n'y a pas longtemps en gros, le principe, c'était de dire, quelle que soit la destination, lui ou moi, le voyage est un petit peu différent, mais la destination, c'est toujours la même. La destination, c'est toujours d'avoir des dents pour le patient. La manière dont vous allez le faire, très honnêtement, vous pouvez vous la flamber, vous pouvez dire, ouais, moi, j'ai ça. En fait, il s'en fout, il veut juste que ça casse pas et que ça soit à peu près joli, quoi. Alors, justement, quand on parle de révolution digitale, on en parlait dans nos conférences avec le Dr Meloul. Il y a eu, moi en 2012, j'ai eu mon premier scanner 3D. En 2020, je suis rentré avec Itero sur la caméra. J'en attendais pas grand-chose, très honnêtement.
Mais il y a quand même eu un gros focus 2024-2025, 2024 sur la 3 et la 4, l'impression 3D, qui était vraiment un gros changement. Pourquoi c'est un gros changement? C'est-à-dire que moi, je ne fais pas d'omnipratique, donc je travaille seul. Et je travaille dans différents cabinets, donc je ne suis pas du lundi au vendredi à mon cabinet. Et pourtant, je peux vous dire que mon imprimante, elle est rentable. Alors que je l'utilise, à part pour une mise en charge immédiate d'unitaire quelquefois, essentiellement pour des foulards. Parce que quand vous faites beaucoup de foulards, mais ça peut être aussi des bridges complets sur bord naturel, hein, et que vous rentrez de vacances et que Madame Pichu, Robert, est plombier, il a pété à son foulard, son bridge complet et son machin, et ben allez emmerder vos labos en disant ah, c'est chaud, faut que tu me réimprimes ça, ça, ça. Et ben je trouve que l'impression 3D, ça vous extrait de ça. Vous dites bougez pas, j'ai un dossier STL, tac, je lance l'impression, à 8 heures ils appellent, passez à 9 heures et on vous pose votre bridge. Et ça, je trouve qu'en termes de service rendu patient, d'une part, mais en termes de déstress, pour moi, ça c'est énorme. Et enfin, en 2025, moi, si vous voulez, le concept de me dire, voilà, je me souviens au début, on m'expliquait que ça marche, les empreintes. Alors, si tu colles un Lego au palais, à moi, à 4 patates ou à 3 patates, je colle pas de Lego au palais. Si ça marche pas, c'est que c'est pas, ça marche pas, c'est que c'est de la merde. Donc, Jean-Pierre Coff, à la bonne époque, quand il disait c'est de la merde. Ça. Donc, moi, par exemple, pour moi, faire des empreintes avec être obligé de coller les Lego au palais, c'est comme si je mettais des implants avec ma perceuse. Ça ne marche pas. Il y a des outils qui sont faits pour ça. J'avais une perceuse qui traînait, j'ai utilisé. Donc, la photogrammétrie, en ce sens, a énormément changé le game parce que on est quand même arrivé à un moment où même les mecs qui étaient très bons en numérique, hein, des têtes en numérique, te disaient voilà, moi, je fais la mise en charge parce que ça tolère un peu plus avec la caméra. Et sur le définitif, je reviens, et le mot est intéressant, je reviens en arrière et je refais des empreintes physiques. Alors moi, je suis pas d'accord. Si on part en numérique, il faut faire tout numérique. C'est comme quand il y a eu l'histoire à l'époque de la génération de nos pères qui ont fait de la compta. Ils ont fait de la compta avec des ordinateurs, mais ils ont continué à garder les cahiers papier. C'est pas possible. Si tu fais du numérique, tu fais du numérique. Et moi, je voulais aller au bout du truc et je voulais que mes empreintes soient aussi numériques. Et en ça, la photogrammétrie, ça a été quand même un gros game changer. Smile 3D, voilà, l'histoire avec Smile 3D, c'est que moi j'étais quand même assez retors et bon, vous doutez bien que je suis sollicité assez souvent, on voudrait me vendre des licornes et des chariots à quatre pattes, voilà. Et avec Nolven c'est quelqu'un qui a su venir vers moi en me disant voilà, moi je vois un peu ce que tu fais et je pense, parce que moi au début je voulais de l'usinage. Il m'a dit à mon avis, commence peut-être, avant de vouloir faire l'Ironman, commence peut-être par faire un marathon, quoi. Et ben, ça a été un peu l'histoire et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'impression 3D et ça a été au-delà du personnage qui était une super rencontre. Ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup apporté avec Simon parce qu'ils m'ont vraiment épaulé, quoi. Quand ça va pas, on prend le temps, on se met sur la babasse, ils prennent la main, ils m'expliquent. Voilà. En plus, vous vous doutez bien quand ça va pas, c'est au moment où il y a Robert qui est là, la gueule ouverte avec des scans modiques partout. Il faut que ça marche. Et pour ça, je les en remercie parce que ça m'a permis de gagner quelques années de vie sur mes coronaires. Un truc très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec une Formlab 4, c'est 24 minutes pour un Holonix. Alors, pourquoi je dis Holonix? Vous pouvez le voir en bas à gauche, c'est marqué 24 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous imaginez 24 minutes pour produire ça, c'est énorme. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que vous en fassiez 1, 2, 3 ou 4, c'est toujours 24 minutes. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que moi, mes patients, quand ils arrivent chez moi, ils repartent avec 2 provisoires de base. Parce que j'en imprime 2 sur le plateau ou 4 ou 3. En gros, ça aussi entre 24 et 26 minutes. L'intérêt, c'est que j'en ai un pour le patient, que je vais mettre en bouche quand même. Et le deuxième, je lui donne, si jamais ça casse, qui sont dans le coin, et ben, ils arrivent, changement de train de pneu. Et s'ils sont à l'étranger ou loin, parce que j'ai des patients qui viennent de loin, et ben, j'ai toujours le confrère correspondant à qui je dis voilà, tu changes les 4 vis. Tu ne te casses pas la tête. Tu enlèves les vis, tu remets 4 vis ou 6 vis et tu remets le bridge provisoire. Et ça, c'est pareil. Le patient apprécie parce qu'il se dit bon, si je pars à l'étranger, je dis prenez toujours. Et le confrère sait que voilà, on lui demande pas de réimprimer chez lui ou de réimprimer avec le fichier STL par son laboratoire. Ça veut dire que voilà, vous gérez la partie sympa chirurgicale et le règlement qui va avec, vous gérez aussi les patates. Mathieu. Alors, il y a un truc qui est aussi intéressant. Oui. Mathieu, je me permets juste par rapport à ce que tu mais permettez-vous, jeune homme. Juste sur le voyage numérique, justement, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on a appris énormément de choses à tes côtés naturellement. Et on s'est beaucoup aussi servi du docteur Charles Mathieu aussi, en quelque sorte, qui a une grosse pratique implantaire
Comment il s'appelle? Mathieu, Charles Mathieu? Charles Charles Mathieu? Mathieu. Je ne connais pas. Et pour le coup, Mathieu a commencé avec la forme 3B, avec des résines qui étaient à 100 mégapascales sur le module de résistance à l'affection. Et typiquement, on a tendu vers des résines à 150 mégapascales. Et on avait encore des cas de casse et on se creusait la tête ensemble, justement, comment éliminer en fait par déduction certaines sources de casse. Et c'est le sujet du jour et je pense que tu vas en parler après. Mais ça, on a mis du matériel et derrière, en fait, on a continué à vouloir apprendre et on ne s'est pas juste basé en tant qu'intégrateur et intermédiaire, on ne s'est pas juste basé sur les données du fabricant, mais on a voulu aller beaucoup plus loin et aller aussi en chirurgie, comprendre d'où pouvaient venir ces erreurs. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. C'est un peu comme quand on nous pose la question, faut prendre quoi comme caméra? En gros, une caméra, si tu n'as pas un staff derrière, c'est-à-dire un labo qui tient le pavé, et on parlera beaucoup de mon prothésiste, à qui là aussi, comme Smile 3D, je fais un petit cœur. Si tu n'as pas des mecs un peu solides derrière, pas incassable, mais solide, c'est pas possible. C'est-à-dire, la caméra, elle a de sens que si derrière, tu as quand même un flow qui envoie du pâté. Ceci dit, il y a des caméras où même si tu as le labo qui tient le pavé, ça ne marche pas. Je ne citerai pas de nom, et comme dit Nolven et Simon, on s'est posé des questions sur, effectivement, quand on est passé à cette résine qui casse quand même beaucoup moins, on avait encore des casses. Alors, petit détail intéressant, vous verrez sur mes cas aujourd'hui, moi j'imprime, vous avez vu sur les bridges provisoires, j'imprime un bridge qui est directement vissé sur les piliers multi-unités. Et on parlera de la photogrammétrie qui ne fonctionne que sur les multi-unités, sur des cas où j'ai dû poser du tissu level, toute marque confondue, quand ça ne pète pas pour les premiums, je dis ça, je dis rien. C'est dommage que j'ai personne qui répond en face, mais je suis bien sûr que s'il y avait des petits tags sur les côtés, j'aurais des trucs. Le problème, vous voyez, si vous voulez faire du full arch, même avec la photogrammétrie, la photogrammétrie n'est pas intégrée aujourd'hui pour les tissus level. C'est-à-dire que sur les prothèses de tissu level, on est obligé de passer par des variobases. Variobases, pour moi, en mise en charge immédiate, même en définitif, pour l'instant, de mon expérience, j'en fais quand même quelques-uns, c'est plutôt un. On n'est pas d'accord. Par exemple, j'ai vu l'autre jour Carole Lecomte qui disait que surtout elle faisait tout sur variobase. Ben moi, je trouve qu'on a moins de galères avec des variobases, de dévissage, de décollage, etc. Et donc, si vous commencez à intégrer une imprimante qui va bien, parce que la 4, elle est quand même un peu plus. On a eu moins de galères avec la 4 qu'avec la 3. Vous amenez la photogrammétrie, on va y venir, et je vais vous expliquer pourquoi je suis venu à la photogrammétrie. Je ne suis pas venu par la photogrammétrie juste parce qu'elle était jolie. Et vous avez une résine faite pour ça. Et vous pouvez voir que la Premium TIFF, elle a quand même des résistances qui sont quand même bien au-delà de certaines résines et bien surtout bien plus que les provisoires. Vous allez voir qu'on commence à élaguer pas mal de sources d'embêtement. Alors, on va commencer par une patiente, Christine, 55 ans, qui vient me voir. Donc cette patiente, voilà, elle se présente comme ça. Si vous regardez bien, avant de vous jeter sur la chirurgie comme la misère sur le pauvre monde, c'est quand même intéressant de se dire, c'est quoi le projet? Et donc, on va envoyer la vidéo. On n'a pas le son, Mathieu, pour le coup de la vidéo. Alors, je ne sais pas grave, je vais commenter. Donc, cette patiente, elle se présente. Vous voyez, pour un Holland Force, c'est ultra classique. On a canine à canine. On n'a pas beaucoup d'os sous les sinus. Et donc, on va positionner Holland Force parce qu'on ne va pas pouvoir positionner des implants au niveau des 6 parce que ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'os. Donc, on se met de moins en moins au niveau des latérales. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va faire empreinte pré-op, impression post-op et on envoie direct à l'imprimante et on pose le proviseur en fin de matinée. Donc, chez cette patiente, si vous regardez bien, le milieu, vous avez l'impression qu'ils ont mis lundi en face de jeudi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est le milieu pointé ainsi. Et ce qui est mobile, c'est la 11, 12, 13. Et ça donne cette impression, justement, que vous avez le point intérincif qui est décalé, mais en fait, pas du tout. Ça ne bouge pas. Et ça bouge. Donc, en fait, avant de se jeter dessus, on envoie des photos à mon labo. Donc, je travaille avec un laboratoire qui s'appelle eSmile et je travaille beaucoup pour les mises en charge et les full arch avec Bastien de chez Drop Your Smile, Bastien Joly, qui a là aussi, c'est des mecs qui sont solides, c'est des mecs qui savent de quoi ils parlent. Donc, quand vous partez sur des trucs comme ça, il faut partir avec des gens qui ont vraiment l'habitude. Et donc, là, qu'est-ce qu'on fait? On va analyser un petit peu la symétrie. On voit bien que si on veut faire un truc un peu sympa, le bloc 11, 12, 13, il faut un petit peu le ramener en palatin. De toute façon, c'est difficile de faire des diastèmes de demi-bridge sur des forts. Donc, voilà, on va partir d'un projet prothétique qui va être le suivant. Et donc, là, chirurgie à main levée, on extrait nos canines, on va se mettre en position un petit peu en distale de canine, 2 implants angulés, pilier conique de rattrapage 17 degrés. À l'époque, on utilise donc des scan body pour multi-unit, 4-8, des scan body de chez DES.
Et puis après, quand on a extrait et implanté ces dents, on utilise justement, on a envoyé le fichier provisoire, bon ça c'est assez classique. Voilà la chirurgie, donc on fait notre premier forage, on met notre jauge de parallélisme et ensuite on essaie de paralyser. Alors c'est souvent ça dans les chirurgies à main levée, c'est le plus compliqué. En mettre un, c'est facile, symétriser l'autre, c'est un peu plus compliqué. Alors souvent on me demande comment tu fais, ben, je prends du temps, je fore quelques millimètres, je mets une jauge de parallélisme, me mets bien en face du patient, je regarde si on n'est pas comme ça, je regarde si on n'est pas comme ça, et puis je rattrape mes axes jusqu'à être le plus symétrique possible. Vous voyez, on est quand même pas mal. Donc là, on s'est mis en 4, là, on a pu mettre de l'os, et puis on s'est mis en 2. Aujourd'hui, des mises en charge immédiates sur les 12 et 22, j'en fais de moins en moins. Et Nolven ou Simon, n'hésitez pas à me poser la question en fin de chirurgie de pourquoi aujourd'hui je ne mets plus en 12-22. Donc là, vous avez pu voir, on met nos implants. Et ensuite, on a utilisé, donc vous voyez, c'est une chirurgie, je n'ai pas de guide, j'ai mon scanner en tête, je sais que je vais me positionner un peu en palatin. Je comble avec de Synergie, c'est Biobank qui fait ça, c'est comme le GTO. Le GTO, c'est de l'Axeno et la Synergie, c'est de l'halogène. Voilà, on met nos implants, deux piliers coniques angulés 17 degrés, deux piliers coniques droits sur 12 et 22. Et là, bah, vous voyez voir, la succession elle est assez simple. À la fin de la chirurgie, on va faire l'empreinte sur la vidéo de gauche, l'empreinte de la patiente. Voilà au milieu ce qu'on a quand on enlève la couleur et c'est un peu couleur plate. Et on envoie au laboratoire. À l'époque, c'était avec Smile 3D qui nous faisait, pas avec Smile 3D, avec Ismail, qui nous faisait le bridge provisoire. Et ensuite, eh ben, alors, puisque vous n'avez pas du tout d'image, donc voilà, là on reçoit le fichier du patient par le laboratoire, vous voyez, on le met sur le logiciel de Forms, qui est le logiciel comment s'appelle, de l'imprimante. À l'époque, on est encore, je crois, sur la 3. Vous voyez le bridge apparaître, alors c'est très simple, et moi, il fallait que ça soit simple. On voit le bridge, il ne faut pas l'imprimer dans ce sens-là, évidemment. Mon premier bridge, je l'ai imprimé comme ça ne marche pas. Vous le retournez, c'est assez simple. Hein. Si vous avez joué à Call of Duty ou d'autres jeux comme ça, c'est facile. Vous demandez au logiciel de vous générer automatiquement les supports. Vous validez. Et là, vous voyez, à l'époque, on est à 57 minutes. On est déjà hyper content. Hein, voilà. Et c'était la 3. Et on a envoyé ça. Donc, on avait envoyé deux bridges, un autre qu'on devait donner au patient. Donc, on en a fait deux. On clique sur imprimer maintenant. Et là, vous voyez, dans notre cabinet de 800 mètres carrés, on va dans le laboratoire et là, ça part en impression. Il n'y a rien d'autre, c'est simple. Il ne faut pas nous mettre générer les points, c'est simple. Et donc, au bout de 57 minutes, vous voyez, vous avez le plateau qui imprime, et vous sortiez sur la 3. Nolwenn, si tu me regardes. Voilà les deux bridges. On les mettait dans la petite friteuse, dans l'isopropanol. Cet isopropanol, on en parlera. Pareil, au début, on a un peu bricolé, on ne savait pas trop, on le mettait 20 minutes. L'isopropanol, c'est 5 minutes maximum, sinon vous fragilisez votre structure. Et ensuite, on le passait dans une sorte de petit four qui polymérisait, une sorte de lampe à polymériser géante, qui polymérisait la structure après l'avoir bien nettoyée. Voilà ce qu'on sortait comme bridge après en gros 1 heure à 57 minutes d'impression, 20 minutes d'isopropanol à l'époque. Et puis, bah, on avait cette structure-là qu'on nettoyait, qu'on séchait et on mettait dans le petit four qui nous polymérisait ça je me souviens, plus de 10 minutes, un quart d'heure, je me souviens plus. Et on avait ça. Alors, vous pouvez mettre, si vous avez vraiment que ça à foutre, vous pouvez un peu faire du décorum avec du vernis à ongles, enfin des trucs qui sont faits pour. Il faut vraiment que j'ai que ça à foutre pour faire. Et on faisait un bridge avec extension. Là, pareil, on peut discuter 2, 3, 4 extensions, 5 en forme de 6. Voilà. Il faut faire gaffe quand même. Hein. Faut pas être en surenclusion là-dessus. Et voilà ce qu'on pose. Donc là, la patiente à midi, elle a ça. Elle a deux sutures au niveau de la 3-4 parce qu'on a travaillé un peu la papille pour recréer un petit peu une papille. Vous souvenez-vous qu'on a extrait les canines et qu'on a posé en position de 4. Donc, on a pris un petit lambeau qu'on a déplacé pour recréer une papille. On comprime un peu. Voilà, la patiente part comme ça à midi. Et voilà le bridge sur lequel on a mis on a des différents vernis colorants si vous voulez faire du FP3 de chez GC, je crois. Chez GC, vous me confirmez, c'est ça. On n'utilise pas beaucoup parce qu'on n'a pas forcément bien le temps, mais ça peut donner des petits côtés un peu sexy à tout ça. Voilà la patiente avant-après. La coupe de cheveux n'a pas trop changé de ouf, mais au contrôle, voilà, quand elle revient, elle est comme ça. Alors qu'on s'arrête qu'à la deuxième prémolaire en forme de 6.
Lorsqu'elle revient en contrôle, bah, c'est plutôt pas trop mal. Et lorsqu'on dévisse, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, dévisser, on veut que, et ça, il y a que, pour avoir fait beaucoup de mises en charge, il n'y a que l'avènement du numérique et le design d'un laboratoire qui peut nous permettre, avec quelque chose de compressif, d'avoir ça. Vous voyez, on démonte, on a ça. Ce que vous voyez, une fois j'avais publié le cas, un confrère m'a dit il y a une mucosite. Non, c'est pas une mucosite au niveau de la 21, parce qu'il n'y a pas d'implant. C'est juste des copeaux les copeaux de synergie qui sont encore présents. Vous pouvez décider de les enlever ou pas. Voilà, vous pouvez décider de les enlever ou pas. Tout ce qui n'est pas muco-intégré, vous le dégagez. Ce qui est vraiment dans l'épisode de la gencive, ça s'intégrera ou le corps l'exorcitera. Comme on avait fait un petit geste au niveau muco, vous pouvez voir qu'on a de la gencive en vestibulaire, une belle gencive kératinisée, on a une belle compression, donc des belles papilles. C'est le protocole Erika, ni la chanteuse, ni le pétrolier qui s'est foutu en l'air sur les plages. Qu'est-ce que ça veut dire, Erika? Parce que tout le monde y va de son petit nom. Donc, voilà. Extraction, reconstruction, donc reconstruction osseuse et des tissus mous par une lamina, par une tuberosité, par un conjonctif, par un lambeau de rotation. Là, en l'occurrence, on a pris un lambeau lingual enfin palatin qu'on a glissé pour mettre en mésial pour recréer une sorte de papille entre la 3 et la 4. Implantation, hein, pour le I. Compression par le provisoire. Donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à comprimer. Je me souviens de Seb, il y a quelques années, avec qui on discutait, il me disait, t'es patient mal, je dis pas trop, il me dit, bah, c'est que tu comprimes pas assez. Et il avait raison. Si le patient il couine pas un petit peu, c'est que c'est pas assez comprimé. Et tout ça, ça crée le A de aménagement. Donc là aussi où c'est intéressant, quand vous arrivez à imprimer très rapidement, c'est-à-dire qu'avant, on faisait la chirurgie, on envoyait au labo, patati patata, ça revenait à 17h. À 17h, quand vous comprimez un peu, les gens, ils tournent le nez quand même un peu. Là, l'intérêt, c'est que vous sortez de la chirurgie. Si vous avez un labo, là, par exemple, Bastien, il est capable de designer en 20 minutes un bridge complet. Quoi. Il va être content, je dis ça à tout le monde va lui demander 20 minutes. Il va être content. Et donc, ouais, en 20 minutes, honnêtement, ils vous balancent le truc, 20-25 minutes. Ils sont encore, si vous avez anesthésié à la fin de la chirurgie, vous imprimez en 25 minutes, quasiment quand vous le posez, le patient, il sent un peu, mais il n'y a pas besoin de tant réanesthésier que ça. Et vous avez des beaux résultats. Alors, autre patiente, voilà, cette patiente, donc ça, c'est des patients en conférence, je dis, c'est des patients qui ont lâché la rampe. Donc là, vous voyez bien que la patiente, on utilisait un truc qui s'appelait Smile Plus. C'est génial, c'était comme un Smile Design, mais avec le téléphone. Et donc, le principe, si vous voulez, c'était que vous faisiez une photo avant-après, ça permettait de donner au patient directement à quoi ça ressemble si j'avais les dents. Voilà la patiente, donc là, clairement, le plan de traitement, c'est quoi? En bas, on garde de 5 à 5. On va virer ses bouts de racines. En haut, on garde rien. Alors, pourquoi on garde rien? Parce qu'il y a eu des moments des gradients thérapeutiques. Moi, j'aime bien qu'on me parle de gradients thérapeutiques quand je vois sur les réseaux des gens qui vous mettent 12 facettes sur des gens de 25 ans parce que les dents sont triangulaires et qu'on les veut carrées ou rondes. Et après, on vient m'expliquer que je ne respecte pas le gradient thérapeutique quand je vais tirer la 16 ou la 17. Ça me fait bien rien à l'arrière des genoux. Donc là, je ne garde rien, évidemment, parce que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, le jour du rendez-vous, on va assainir. Vous voyez un petit peu ce qu'on voit, le tartre en sous-gingival qu'on voit par transparence au niveau du secteur incisif mandibulaire. Ça, on le fait sauter. Voilà. Notre confrère derrière va faire les caries, ce qu'il y a à faire. Et en haut, on tord tout. Donc, comment ça se passe? On va tout extraire et tout implanter dans la journée. L'idée, c'est toujours pareil. Alors, pour ceux qui ont peut-être un peu moins d'expérience, le guide chirurgical, pour ça, c'est génial parce que là, vous appuyez sur quelques dents, vous vissez votre guide. Alors, je ne fais pas de guide à étage, je ne fais que de la chirurgie pilotée, mais l'idée, c'est que si vous ne levez pas de lambeau, vous ne coupez pas la vascularisation, vous respectez les papilles et je peux vous assurer que vous allez voir sur le résultat final, le corps vous le rend bien. Donc là, moi, en l'occurrence, je fais ça, mais à main levée. Donc, par exemple, ça, c'est typique de ce que je fais au niveau de la 24. Ce que vous pouvez voir, c'est à gauche, l'implant, c'est le 22. Et là, c'est l'implant que j'ai mis en 24. Et je vais prendre un lambeau conjonctif palatin que je vais déplacer en mésial pour recréer une papille. Vous voyez, ça, c'est la racine qu'on a enlevée avec son petit kistounet. On dirait un petit chapio. Voilà. Et donc, vous pouvez voir deux implants posés à main levée, 12, 22, deux multi-unités droits. Toujours les mêmes, toujours symétriques, comme Zidane, la chaussée de gauche en premier ou la droite, je ne me souviens plus. Et là, en position de 4, on a pris des lambeaux conjonctifs au niveau de la 24 qu'on a déplacé pour la mettre en mésiale. Et au niveau de la 14, on a pris plutôt en vestibulaire, on l'a remonté contre la face mésiale. Pourquoi? Parce que là, j'avais déjà un site d'extraction, alors que sur la 24, j'étais sur un site plein, donc il fallait que je crée la papille. On comble, on a déchiré un petit peu au niveau lors de l'extraction de la 13. Les canines, ça peut toujours être mariole à extraire. Et donc, on va combler cette fois avec du GTO, qui est
une greffe xénogénique qui marche très très bien aussi. Pour faire le provisoire, qu'est-ce qu'on fait? On va superposer les modèles. Donc là, à droite, c'est l'empreinte initiale. Et on va se faire superposer sur les palets avec l'empreinte post-op avec les scan body. Et donc là, on sort à l'époque, toujours sur la 3, la bridge résine imprimée au cabinet. La patiente sort comme ça. C'est-à-dire qu'on a mis un petit coup d'étartreur en bas, on n'a pas fait les carrés de collecte. Et pour la patiente, c'est quand même un gros changement. Et puis, la patiente vient nous voir au bout de quelques semaines, pas très longtemps, un mois. Hein. Elle a mal. Alors moi, quand les patients ont mal, si c'est pas sur du T-level, c'est à 25 newtons. Donc si c'est sur du multi-unit, c'est à 15-20, je démonte. Je vois, j'ai pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai ça. Et en fait, c'était juste un fil qui l'a gêné. Et là, vous êtes à entre un mois et allez, 5 semaines à peu près, à quelques jours près. On a déjà ça. On a déjà une belle mise en condition gingivale. On voit regardez bien tous les petits copeaux de xénogènes, donc de GTO ils sont un peu, ils savent pas trop où se positionner. Ils sont un petit peu entre la gencive, l'os, comprimé par l'intermédiaire de bridge du bridge provisoire. Donc là, avant, on mettait des matériaux de comblement, on suturait en croix. Ça, on fait plus du tout ça. Surtout, on ne touche pas la papille. Là, on a déposé les points de suture et on a laissé comme ça. Et voilà, ça donne quand même, on est à moins de 6 semaines, ça donne déjà des résultats qui sont quand même assez sexy. La patiente est ravie, évidemment. Bon, avant, après, forcément, voilà. Voilà. Holland Ford à main levée, 2 piliers droits, 2 piliers angulés, des vis, on utilise des vis un petit peu plus longues, on en parlera un petit peu après, de vis longues. Alors, on me pose des questions là, est-ce que vous voulez que j'y réponde à la fin? Je pense que comme tu le sens, Mathieu, c'est peut-être bien. Envoyez-moi au fur et à mesure et à la fin, je répondrai à toutes ces questions. Voilà. Alors, par exemple, pourquoi Holland Ford systématique? C'est pas systématique. Où voulez-vous que je foute des clous là-dedans? Le deuxième cas, vous n'avez pas d'os derrière les sinus, donc je ne vais pas mettre des implants. Alors, je peux faire un Summers. Là, effectivement, je peux mettre des implants de 6 ou 8 avec un petit Summers, mais je ne les mettrai pas en charge. Ou alors, je peux faire aussi 2 greffes de sinus. Mais à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le concept de la mise en charge immédiate. Si vous faites des sinus, ça veut dire que vous les prévoyez avant. Une patiente comme ça, c'est pas ce qu'elle veut. Donc, un double sinus et Holland 6 Holland 8 ne serait pas mieux mécaniquement. C'est aussi une option. Je ne pense pas que ce soit mieux mécaniquement. On en parlera beaucoup après de la segmentation. Là où ça serait mieux, c'est qu'effectivement, sur 8 implants, vous allez faire 4 bridges séparés. Donc, vous n'aurez plus le principe de large, vous aurez 4 petits bridges de 3 éléments. Et effectivement, il y a moins de risque de fracture. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec la photogrammétrie, on remplace aujourd'hui, enfin, moi, à mon sens, on compense un peu ce problème-là. Mais on peut en reparler après. Donc voilà, lors de l'empreinte du définitif, vous voyez, on a quand même des matériaux et vous pouvez voir que les grains de GTO ou qui auraient été aussi de synergie s'il y avait utilisé de nanogreffe, vous pouvez voir que ces grains-là, ils sont complètement muco-intégrés ou même ostéo-intégrés dans leur partie la plus profonde. Donc là, on a beau design, on a des papilles comme ça. Pourquoi? On a des papilles comme ça parce qu'on ne leur a pas mis des grands coups de chlasse en fait. Ni de bistouri, on n'a pas coupé la vascularisation, donc on les a respectés. Alors à l'époque, on essaye avec une caméra, on essaye ces sortes de scan leader. Alors le problème de ça, là, on peut en parler. A priori, le principe, c'est pas du tout de la photogrammétrie, ça serait plutôt de donner un chemin de scannage, car vous savez que, et je vais vous montrer par A plus B, que plus vous avez des scans maudits verticaux divergents, plus vous avez une image déformée. Donc l'idée, c'est de faire un truc très à plat. Le problème, c'est que ceux qui ont inventé ça ont eu la bonne idée de mettre non pas des vis multilitres, mais des vis Rosen-Screw, donc qui sont des vis avec beaucoup de résistance. Alors quand vous mettez ça après une chirurgie, c'est un peu touchy, vous avez mis vos piliers multi-units sur des implants qui viennent d'être touche opposés et qu'il faut que vous ne savez pas quand vous dévissez, si vous dévissez la vis à l'intérieur la vis Rosen-Screw à l'intérieur du scan body ou si vous dévissez le pilier multi, l'implant et compagnie. Donc ça, chemin de scannage éventuellement, mais d'avoir mis des vis Rosen-Screw, c'est vraiment une grosse bêtise à mon sens. Donc à l'époque, on fait ça et puis on fait, puisqu'on a utilisé les scan leaders, on dit c'est bon, on peut partir en bridge complet. Donc on a fait réaliser un bridge complet, full zircone. Donc on était très contents, qui s'est transformé comme ça. Donc là, sortez tous vos mouchoirs, ouin. Alors là, on m'a posé la question, pourquoi pas mettre plus d'implants et faire des bridges segmentés? Voilà, vous avez un bridge segmenté à l'insu de mon plein gré. Et là, c'est pas le problème du labo. Hein.
là, clairement, l'empreinte n'est pas passive. Fin de la discussion, à mon sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on refait une empreinte. On fait 3 empreintes à l'époque avec une autre caméra. On les superpose. J'ai un super labo là, donc Bastien me superpose des trucs. On en fait une avec du fil qui relie. On refait avec un scan leader. On bidouille en fait. Moi, ça me plaît pas, ça me va pas. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme étant reproductible. Donc, à l'époque, on va pas faire des clés en plâtre, on fait des clés en zircone cru. Le problème de la zircone crue, quand vous la mettez avec le fluide gingival, et ben, ça devient un petit peu. La zircone crue, comme vous le savez, elle est poreuse, quoi. Donc, dès qu'il y a le fluide gingival, un peu de salive, ça s'abîme un peu. Donc, tu sais pas si ça s'abîme parce que c'est pas passif ou parce qu'il y a la salive. Bon, c'est pas foufou. Donc, tu sèches vite, tu mets ta barre en zircone crue, tu visses et tu croises les doigts. Donc, on met vite notre clé en zircone crue. Donc, au maxillaire, ça va à peu près. On sèche bien la mandibule. Autant vous dire qu'avec la salive, faut aller très, très vite pour voir si ça casse ou pas. Donc, la clé ne casse pas. Et donc, on fait faire un bridge full zircone à l'époque avec par mon ami Bastien, le petit Lego qui ressemble à ça. Si un jour vous croisez D'Artagnan dans la rue, eh ben, c'est lui. Nolven, c'est Nolven qui l'a présenté d'ailleurs, je crois. Et Bastien, voilà, c'est un prothésiste remarquable qui est très fort, qui connaît très très bien son métier, avec qui tout est simple. Voilà. Et voilà le bridge. Vous pouvez remarquer le respect des tissus mous. On a quand même quelque chose de très sympa. On peut toujours discuter. Ça, c'est le jour de la pause. Ça va travailler. Les papilles, elles vont reprendre leur place, etc. Et bon, ça fait quand même des résultats qui sont plutôt sympas. All-on-Four au maxillaire. Donc là, si on pose la question, où voulez-vous que je mette des implants? Voilà, soit j'en rajoute 2 de plus avec des tissus sonores, c'est aussi une option, mais pour la mise en charge, je ne fais pas de mise en charge sur des implants comment ça s'appelle, de 6 mm. Et en bas, on a extrait ce qu'il y avait à extraire, on a complété avec 2 implants en 5 et 6. Et donc, j'ai fait un bas idéal virtuel. Bastien a fait le haut en fonction de la bas virtuelle. Pour mon correspondant, il n'y a plus qu'à remplir les espaces avec des couronnes sur implant, soit 4 unitaires, soit 2 sur multi-unit, en fonction du haut qui a été fait par rapport à un bas virtuel. Alors, comment on est venu à la photogrammétrie? Donc là, vous voyez, on a bidouillé dans le cas d'avant, on s'est un petit peu emmerdé. On a dû faire des clés en zircone, machin, c'est quand même pas foufou. Et donc, il y a quelques mois, enfin quelques années même, on a eu ce patient qui venait donc, c'est un peu la galère, il avait un complet, tu refais un complet imprimé, machin, il le casse, enfin un enfer. Et on l'a transformé comme ça. Et si vous regardez ce patient, donc ça lui a évidemment changé la vie, il était content, il arrive comme ça, donc ça c'est des cas. Voilà. Il a eu des implants, hein. Il a eu des locators, il a cassé le locator, il est allé en soirée. Je crois ce qu'il a fait, il t'explique à 3h du matin, il a roulé en bagnole sur son appareil complet. Bon. Voilà, il arrive avec des implants comme ça. Donc la question on peut faire de la galvosurgery ou je sais pas quoi, quel protocole pour nettoyer les implants. 12-13, ils sont morts pour la nation, il n'y a pas de débat. Ils sont trop près l'un de l'autre et ils sont morts pour la nation. Et pourtant, ils sont un petit swivel comme quoi, quand c'est pas posé au bon endroit, trop vestibulaire, ça ne marche pas. Donc chez ce patient, on va faire extraction, implantation dans la même séance. Donc toujours main levée à l'époque. Vous pouvez remarquer, voilà, on dépose des implants, on va en reposer 2 au fond, 2 devant. Là, vous voyez le 12, il est très 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 touchy, donc je vais faire une greffe, un comblement, enfin c'est plus une greffe opératoire. On est très content. On fait des lambeaux conjonctifs palatin dépassés pour recréer du tissu mou. On met du GTO dessus. Vous voyez, c'est quand même une grosse usine, hein, surtout qu'on n'a pas extrait les implants avant, donc après, il faut gérer les tissus mous. On fait notre empreinte avec des scans maudits deep. Et on fait faire un FP3 par le laboratoire. All-on-Four, vous voyez, ils sont quand même assez symétriques, hein, plutôt pas trop mal levés, pas trop mal posés. On est obligé de passer par ce type de FP3 vu la résorption. Voilà. On imprime notre bridge PMMA. Alors là aussi, c'est un boulot, hein. Moi, par exemple, vous voyez, c'est pas le mien, hein. La première fois que j'ai voulu le faire, j'ai essayé un peu, j'ai tâtonné. Donc j'ai pris du rose et du rouge. Et ça, j'ai fait le premier bridge imprimé, usiné, enfin imprimé alors là, j'ai mis bridge imprimé PMMA. C'est pas du tout imprimé PMMA, c'est imprimé résine, hein, excusez-moi, maquillé pink. Et une des premières fois que j'ai fait ça, j'ai voulu mettre du rose et du rouge. J'ai fait le premier bridge avec de la gingivite. C'était tout rouge, c'était dégueulasse. Donc, ce qui marche bien, c'est de mélanger du blanc et du rose pour donner cet aspect un petit peu de peau de gencive un petit peu discret. Voilà. C'était des essais à l'époque, donc on était plutôt contents. Et voilà, on avait l'occlusion, on l'a bien gérée, puisqu'on a créé des pistes pour
recréer un bas idéal pour ceux qui suivent un peu ce que je fais, pour avoir une mastication unilatérale alternée. Voilà, on n'a pas pris ça par-dessus l'épaule. On n'a pas fait son haut en fonction d'un bas un petit peu dysfonctionnel. Et pour autant, donc là, on est content, on a fait All on Four, on est plutôt content. Par rapport au bas, qui évidemment, il viendra, mais ce n'est pas l'objet. Et finalement, on a fait ça. Donc, c'est plutôt chouette, esthétiquement, on a fait un bridge. Et si vous regardez bien le bridge, vous pensez qu'il s'est passé quelque chose, et donc vous pouvez voir que les pistes sont toujours là. Et par contre, voilà, on a ça. Et pourquoi on a ça? Parce que notre 12, il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule, pourquoi? Parce que le bridge a cassé. Parce que on avait des résines provisoires, surtout parce que l'empreinte n'était pas passive, quoi. Et donc, il nous a cassé son bridge, et en cassant son bridge, il nous a emporté les implants. Donc, il a failli retourner. On en a mis 2, pourquoi? Parce que c'était vraiment bouillant. On n'avait pas de stabilité sur aucun des 2 implants. On lui a fait tenir sur 3, ça a cassé, voilà. Et puis, on a réussi à lui sortir son bridge. Il est très content, hein. Je veux dire, le patient, globalement, est très content. Il a un super sourire, c'est un full zircone. N'empêche que, parce qu'on avait parce qu'on ne pouvait pas être très fiable, vous voyez, il a encore gardé toutes ses pistes, et ben, il a fallu partir sur un All on 5. Donc, un All on 5, chez moi, c'est un échec. Hein. On n'a pas pu faire mieux. On a fait le bridge définitif. Je vous le montre. Je suis assez honnête pour vous le montrer, mais ce n'était pas le projet initial. Et ces 2 implants-là, ils ont été rajoutés parce qu'on a perdu le 12. Et donc, c'est là où arrive le truc le plus important pour moi, c'est la photogrammétrie. Parce que ça, c'est un truc qui me taraudait depuis un petit moment, et moi, je voulais trouver une solution à ça. Et là, on va aller voir un petit peu la photogrammétrie, ce que ça nous a apporté. Et là, la photogrammétrie, on n'y est pas les de main morte. Hein. Ça, c'est un des premiers cas quand j'ai la Shining. Donc, c'est une patiente qui a 2 implants locators en bas, qui est âgée, vous doutez bien, elle a 2 implants à la mandibule avec 2 locators. Donc, je vais réutiliser ces locators. Et je vais rajouter juste 2 implants. Donc, si vous regardez ce patient, parce que vous ne pouvez pas entendre, regardez. L'émergence du nerf, elle est sur la crête. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas inciser crestalement. Il faut mettre l'implant entre les implants existants en position de 2 et 32-42. Là, vous voyez, je suis obligé de faire une incision très linguale pour décoller, pour aller voir où est mon nerf. Et je ne peux poser, je vais avoir de la laxité du lambeau pour pouvoir aller voir où est mon nerf. Et puis, ma zone de jeu, elle va être assez vite réglée. Hein. J'ai entre l'émergence du nerf et le distal de la 32-42. Voilà. Et si vous regardez, les implants qui ont déjà été posés, le mec avait déjà pas mal, était quand même bien chaud du string, hein, parce qu'il est quand même pas loin du bord basilaire de la mandibule. On n'a pas grand-chose. Et là, vous voyez, j'ai fait une incision très linguale, très linguale. Je fais une incision en avant de mon implant et je récline tout ça. Je regarde où est l'émergence de mon nerf. Et après, comme j'ai un peu le scanner dans la tête, je sais qu'il faut que j'incline mon implant devant le nerf et derrière l'implant. Donc, on fait ça à main levée. On a changé les on a changé les 2 locators pour mettre 2 multi-units. On a mis des multi-units droits, on a mis des multi-units angulés. Et j'ai mis ces scan body pas pour l'empreinte, mais vous allez comprendre pourquoi, pour vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est juste comme des capsules de protection. Et on a fait donc une impression 3D avec du maquillage. Donc là, vous voyez, c'est déjà plus sympa, on devient moins mauvais. On met un mélange du blanc et du rose pour donner cette impression un peu 3D. Donc on est sur des patients très atrophiques. Si vous regardez sur la radio panoramique, vous voyez où est l'émergence du nerf. Donc on n'a pas grand-chose hein, pour transformer ces 2 implants en All on 4. Et donc là, c'est typiquement FP3, c'est-à-dire les dents, l'os et les implants, et ça d'épaisseur de gencive. Et on doit compenser de manière artificielle la perte osseuse due à l'atrophie par de la fausse gencive, par du rose. Quoi. Donc ça peut être de la résine, en définitive, ça peut être de la zircone, la pénuma, etc. Et lorsqu'on a fait l'empreinte du définitif, on a enfin utilisé ces fameux drapeaux. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans ce détail. Qu'est-ce que c'est que ces fameux drapeaux qui permettent de faire de la photogrammétrie? Donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, voilà, en post-extractionnel, on a fait l'enregistrement grâce à cette Shining 3D de ces drapeaux. Donc, vous voyez, on a déjà pris l'empreinte d'abord de la faux gencive en post-extractionnel. Et là, regardez, on va scanner ces scan body. Sauf qu'en fait, le logiciel, lui, ne va pas voir des scan body. Il va juste voir, il va revoir les petits points noirs, les petits points blancs. Il va vous mettre dans l'espace ces 4. C'est juste les scan body. On n'a pas la fausse gencive, ça on l'a déjà montré. Si vous regardez sur la photo de gauche qui s'est arrêtée, on voit quelque chose de bleu. Le bleu, c'est l'empreinte, c'est l'étape scan body juste en photogrammétrie. Et avant, on a fait l'empreinte juste de la fausse gencive.
Et la dernière empreinte, c'est celle-ci. On a fait l'empreinte des scan body de la fausse gencive et on refait l'empreinte des scan body, mais cette fois, la caméra ne va pas la lire comme des drapeaux, elle va la lire comme des scan body normaux. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas apparaître à l'écran de la même manière, ils vont apparaître comme ça. Et vous voyez, le logiciel va faire matcher les 4 flags, ce qu'on appelle les 4 drapeaux que vous voyez à droite, avec la fausse gencive. Il fait superposer ça. Donc Je vous peux, je avez… peux, Oui, je peux me permettre, Mathieu? permets-toi, mon petit, permets-toi. Le gros point positif, c'est que chaque scan body qu'on va retrouver sont tous différents des uns des autres, autant par la forme, puisqu'on a 3 tailles dans la trousse, mais également le positionnement des points est complètement différent des uns des autres. Et le logiciel sait qu'on va prendre l'empreinte avec telle valise, que telle valise a telle référence de scan body de photogrammétrie. Et c'est pour ça qu'on a aussi une précision. C'est-à-dire que dans le premier jet, la caméra va se mettre en mode photographie, elle va photographier des points. Et quand elle va retrouver ce qu'elle connaît, elle va repositionner, comme on a là à l'écran, l'avatar numérique de ce scan body. Et dans un second temps, comme tu le montres là maintenant, on vient repasser en mode optique, donc en mode caméra numérique, et on vient faire la jonction entre ces drapeaux qu'elle vient de repositionner avec la muqueuse qu'on a pris juste avant de positionner ces scan body. Alors, quand tu parles de valise, effectivement, Simon, il explique que quand vous recevez en fait la Shining, évidemment, c'est con de ne pas la prendre avec la photogrammétrie, parce que c'est un peu le but. Vous allez avoir une petite boîte qui ressemble à une boîte une petite boîte de prothèse sur un plan, et vous avez 9 scan body. Là, vous voyez des grands et des moyens. Il y a grand, moyen, petit. Vous avez 3 grands, 3 moyens, 3 petits, le tournevis, la clé, et surtout, vous avez un QR code. Et au tout début de votre utilisation avec la Shining, vous allez scanner le QR code et vous dites à la caméra, attention, moi, j'utilise cette boîte de scan body. Donc, lui, avec le QR code, il sait qu'il y a 9 scan body qui sont, comme l'a dit Simon, tous très différents. Et là, vous voyez, tout à l'heure, dans la première impression, on a fait l'empreinte de la fausse gencive. Ça, c'est en gris. Ensuite, on a fait l'empreinte des scan body qui apparaissaient en espèce de bleu pétrole. Et ensuite, vous repassez juste la caméra qui va superposer la photogrammétrie, c'est-à-dire une empreinte non déformée d'une image, parce que c'est plein d'images sans déformation, des drapeaux sur la fausse gencive. Et regardez ce qui est très intéressant. Alors, regardez. Vous avez la photogrammétrie en vert, ce sont les fameux drapeaux. Et ce qu'on voit en gris, c'est l'empreinte que j'ai fait juste avant, à la fin de la chirurgie, de mes scan body normaux. C'est-à-dire qu'avant, vous avez des empreintes avec les scan body gris que vous voyez là. Et vous voyez la déformation que vous avez entre… Regardez, je vais vous expliquer après. Vous voyez le décalage entre le vert et le gris, je vais vous expliquer ce que c'est. Si on n'envoie que cette empreinte avec les scan body gris, et bien vous voyez que plus vous allez au fond, plus vous allez avoir de la déformation. Ce que vous voyez, les espèces de petits fûts verts, en fait, ce sont les scan body. Vous décidez à la fin, vous avez les drapeaux, et à la fin, vous dites au logiciel, je veux ces scan body verts. Et il vous les change par des scan body verts. Ça veut donc dire qu'en gros, entre les scan body réels, les gris que vous avez vus, qui sont ceux qu'on faisait d'habitude avec les empreintes normales, et les scan body verts, qui sont ceux issus de la photogrammétrie, il y a un énorme décalage. Ce décalage-là, je vais vous montrer par A plus B dans le même cas, juste après, jusqu'où ça peut aller en termes de décalage. Donc, en gros, sur une empreinte classique, vous avez fait un load port. On ne va même pas parler des mises en charge immédiates. Toutes les caméras marchent plus ou moins. Mais sur le définitif, ça, c'est vachement intéressant. La patiente, on lui a fait le haut, on lui a fait le bas. Le bas, on lui a mis un provisoire. Donc, quand la patiente revient, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'empreinte du haut, du bas de l'occlusion. On va enlever le haut. On va faire comme sur la photo du milieu, l'empreinte de la fausse gencive, donc du relief muqueux. Et ensuite, on va mettre les drapeaux et faire l'empreinte des drapeaux. Et ensuite, le logiciel va nous dire, à la place des drapeaux, tu veux quel scan body? Donc, vous choisissez votre scan body. Je vous montrerai un petit peu après comment ça marche. Là, en l'occurrence, on a mis ces drapeaux-là. Et donc, ça, ce que j'ai, c'est l'empreinte de scan body numérique virtuel. C'est issu de la photogrammétrie. Vous avez fait 3 empreintes. Et je ne sais pas si vous voyez aussi un truc qui est vachement intéressant. C'est qu'avec cette caméra, vous pouvez aller chercher des repères anatomiques hyper loin. Quand vous faites un full arch en bas, vous ouvrez tout, vous suturez, ben, si vous avez un prothésiste qui est bon et que vous êtes capable d'aller chercher, en l'occurrence avec la Shiny, les trigones rétromolaires, ben vous avez des points de repère pour faire matcher les images. Et ça, votre prothésiste vous dira merci. Et regardez, ça, j'ai volontairement mis des scans body DES
comme je faisais avant, dans l'ancien temps, avant, je faisais l'empreinte de mes scan body, je mettais un élastique, machin. Ça, c'est l'empreinte de mes scan body DS. Et vous allez voir en gris apparaître l'empreinte de mes scan body issus de la photogrammétrie. Et vous voyez, il y a quand même un sacré décalage, quoi. Et ce décalage, il explique que ben, vous allez avoir de la torsion, vous allez avoir de la casse. Et en fait, lancer un bridge FP3 IBAR avec tout ce que ça génère en termes de coût sur une empreinte dont vous n'êtes pas sûr qu'elle est passive. Bon, on va y venir. Je vois que j'ai des questions. Merci pour cette explication précise. Utilises-tu les quatre, les petits éléments hexagonaux en complément des drapeaux préalables lors des empreintes avec la chaîne ligne? Non, je n'utilise pas, mais c'est aussi une option. Je l'utilise juste pas, mais c'est aussi une option. On va voir le même cas et vous allez voir jusqu'où ça va. Cette fois, c'est le même cas, c'est un truc de fou. Dans le même mois, j'ai eu la même patiente, une patiente qui est venue avec 2 implants et 2 locators et un cendrier derrière. Donc voilà le même cas que je vais présenter. Vous entendez rien, par contre moi je m'entends, donc voilà. Donc vous voyez, le même cas. Donc les émergences des nerfs, alors elles sont pas cristalles, mais elles sont quand même pas loin. On n'a quand même pas grand-chose. On a un petit peu de hauteur derrière. Donc là, on va utiliser cette fois un guide. Donc là, je vais enlever les 2 locators, je vais mettre 2 multi-unités et mon pote Bastien va me faire un guide chirurgical qui va être à appui MUA, appui implantaire devant, et qui va être à appui osseux derrière. Donc vous voyez, je vais ouvrir juste derrière l'implant. On va chercher l'émergence des nerfs qui est quand même moins cristal que le cas d'avant. On va visser notre guide sur les MUA. Voilà. Et on va avoir des douilles pour forêt pilote. Voilà, il est vissé à appui osseux, donc ça ne bouge pas. Hein. Évidemment, c'est la moindre mouvement, on reprend la main. Il est rigidifié par une barre transversale et on pose nos 4 implants. 1, 2, 3, 4. On pose nos multi-unités et on fait l'empreinte de ça. Et regardez là où c'est intéressant. Donc, je fais l'empreinte post-op avec ça, il n'y a pas de souci. À l'époque, on n'avait pas la photogrammétrie. Elle revient en contrôle, très dur à nettoyer. Hein. Évidemment, ces patients, ils n'ont rien. Ils ont beau brosser derrière, c'est un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui faire l'empreinte de la photogrammétrie. Donc, cette fois, on remet 6 scan body. Donc, l'idée, 6 drapeaux, l'idée, si vous voulez, c'est que les drapeaux soient quasiment en contact. Donc, vous les vissez un petit peu. Vous les suffisamment pour pouvoir un petit peu les déplacer, pour les mettre au contact les uns des autres sans tension. Et après, vous vissez pour pas que ça bouge, tous à la même dynamométrie, c'est-à-dire tous à 10 newtons en l'occurrence. Et on fait l'empreinte de ça. Et regardez, ce qui est très intéressant, regardez la vidéo de droite, regardez le décalage qu'il y a entre, à l'époque, quand j'ai fait mes empreintes avec des scan body classiques, avant que j'ai la photogrammétrie, c'est en jaune, et regardez les scan body gris issus de la photogrammétrie, regardez le décalage. À tel point que, si vous regardez l'écran de gauche, je vous ai montré là, juste la photo d'avant, je vous ai montré quand la patiente dévisse son provisoire, tous ses implants ont pris. Mais regardez le provisoire issu de l'empreinte classique. Si vous regardez le provisoire, il s'arrêtait au niveau des 4. Pourquoi? On voit les capuchons de protection au niveau des 6 parce que mon bridge, il n'est jamais rentré, mon bridge en mise en charge immédiate avant la photogrammétrie. Pourquoi? Parce que vous voyez sur la vidéo, il y avait, plus on allait en postérieur, plus il y avait de décalage. Quand j'ai voulu mettre mon bridge provisoire, il n'ajustait pas du tout au niveau des implants 6 que je venais de poser. Il y avait une super stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une déformation de dingue. Donc j'ai coupé mon bridge, je l'ai mis que sur les 4 implants de devant. Et sur le définitif, j'ai pris l'empreinte avec la photogrammétrie. Et vous voyez bien quand on superpose des scan body jaunes par rapport réel, physique, pourtant j'avais mis un élastique entre avec les scan body issus de la photogrammétrie, il y a une énorme déformation. Je vois qu'on me pose encore des questions. C'est la même. Au passage, Neil, salut Neil. Au passage, tu as fait empreinte des scan body sans chemin de scannage, d'où plus d'erreurs. Ah ben, de toute façon, là, tu peux voir sur cette empreinte, par exemple, où j'ai fait un chemin de scannage avec un élastique, j'ai quand même eu énormément de déformations. Hein. C'est-à-dire que là c'est simple. Si vous refaites une empreinte, même après cicatrisation, avec des scan body classiques, et vous mettez un élastique à chemin de scannage, moi, en tous les cas, vous voyez bien l'empreinte. Si j'avais lancé une IBAR, là, elle ne serait jamais rentrée. Hein. Donc, on reprend des empreintes, on perd du temps, on perd du pognon, etc. Et on a fait faire une IBAR, et celle-ci, je peux vous assurer qu'on l'a posée. C'est rentré comme papa dans maman. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est grâce à la photogrammétrie. Donc, ça, c'est des patients qui sont hyper atrophiques. On n'a pas eu une étape, pas une étape de trop. Quoi. Et ça, c'est le laboratoire Ismaël qui nous a fait ce type. Je voulais un accès complet. La barre, évidemment, vous imaginez la perte osseuse.
on ne travaille que le côté esthétique, le côté nettoyage, pérennité avec une barre en titane, et la partie au-dessus, c'est l'esthétique. Et vous voyez, on a réussi à faire avec des implants très courts, des 6, hein, on est juste au-dessus du nerf, et on a quelque chose de super, un bon service rendu patient grâce à la photogrammétrie. Je continue toujours pareil avec mes doubles bridges imprimés. Voilà, une patiente avant-après. C'est un cas qui me tient particulièrement à cœur parce que cette patiente, c'est une patiente qui a eu un gros accident de bagnole il y a quelques années. Donc, 3 semaines de coma, enfin, ouais, fauteuil roulant. Voilà. Et c'est une patiente qui se présente comme ça. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de bosser avec moi, je ne vais jamais refaire une patiente dans cette position. Vous allez voir. Alors, très difficile parce que moi, ce que je veux, c'est lever la supraclusion. Ça veut dire repositionner la mandibule et réaligner les points intensifs. On a essayé pendant un bon moment, on a réussi, ça a été un petit peu compliqué. Voilà le haut-bas entrouvert, mais il a fallu qu'on recale le haut par rapport au bas. On a fait le haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà comment je fais. Je vais faire l'empreinte du haut. Vous pouvez voir en haut à gauche, c'est l'empreinte du haut. L'empreinte du bas. Et ensuite, on a fait l'occlusion, on a levé l'occlusion, vous verrez sur la dernière étape. Voilà la radio panoramique, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi je fais un Lone Fort? Une fois de plus, c'est un Lone Fort. Vous avez pu voir en bas, quand je peux mettre les implants, je le mets, mais là, en haut maxillaire, je ne pourrais pas faire autre chose qu'un Lone Fort. Avec Bastien, on va faire une chirurgie une chirurgie guidée, avec des douilles, en l'occurrence, le système Biotech, c'est pas mal fait, leur système, il y a 3 forêts, c'est bien branlé, les douilles sont sympas. Et donc, on va passer le cas de la photo. On a eu donc un guide chirurgical. On va donc s'appuyer sur des canines seulement. Et donc là, si je veux avoir une jolie mise en condition gingivale, je suis sur un site où il n'y avait pas, regardez, il n'y avait pas de 12. Donc, si je ne me fais pas une place pour l'inter de bridge, je vais me retrouver avec une 12 qui va être plus basse que le reste. Donc là, qu'est-ce que je fais? Volontairement, je fais une anesthésie, je vais enlever de la gencive avec une chirurgie une fraise à flapless, et je vais enlever un bout de gencive pour pouvoir avoir quelque chose de compressif. Je m'appuie sur les canines. Voilà, je m'appuie sur les canines. On a une super adaptation du bridge. Donc là, ça rend quand même grand service, évidemment. On a mis nos douilles, et là, pour les jeunesses, les forêts pilotes de chez qui ont été, voilà, il me dit en fonction du offset de la position de la douille, quelle forêt pilote j'utilise. Et voilà, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a quand même, la chirurgie, elle dure 5 minutes pour la patiente qui est en fauteuil et tout. C'est quand même génial, c'est un chouette service rendu là aussi. On a le bon axe symétrique. Après, moi, je vais juste gérer la suite de mon forage, mettre mes implants, les niveler, afin de pouvoir mettre les implants bien à frein osseux. Alors, on pourrait passer pendant des heures. Moi, j'utilise un système qui s'appelle Astem, qui est un système avec connectique Conmorse, avec 90% d'étanchéité. C'est quand même génial parce que je peux les mettre infra-osseux. Ça va dans le sens des publications de Gomez, etc. On va complètement dans le sens où on allait voir Gamborena avec Mathieu Chotard, François Coé, il n'y a pas longtemps. On a vu un mec, franchement, on a pris une baffe, quoi. Voilà, il faut aller voir des gens comme ça. Donc, on met nos implants très infra-osseux. On met donc nos piliers multi. Et moi, je mets, en fait, ces scan body, dites-vous bien que je mets juste comme, ça me donne juste une idée de l'axe implantaire. Je mets mon scan body, mon pilier connexion, scan body, et je visse l'ensemble. Et ça me permet de voir si je suis symétrique et surtout si je suis au même niveau d'enfoncement. Je ne fais pas pour l'empreinte, hein, c'est fini ça. Et donc, voilà, à la fin de la chirurgie, ce qu'on a. Voilà. On comble avec du GTO en l'occurrence. Et donc, la caméra tourne encore. Et là, maintenant, on revient en salle de soins où là, on va faire l'empreinte toujours pareil, de mon environnement muqueux avec juste l'environnement muqueux. Là, vous voyez les scans body, mais ils sont juste là comme capuchon de protection. Ensuite, donc, on fait l'empreinte de la gencive. Ensuite, on met nos drapeaux. Et vous voyez, comme disait tout à l'heure Simon, chaque drapeau, vous voyez, ont des points blancs sur fond noir et ils ne sont pas symétriques. Donc là, vous voyez, on a fait l'empreinte de ces drapeaux, mais moi, je fais l'empreinte de ça, mais à l'écran, j'ai ça. J'ai juste les 4 flags qui sont non déformés l'un par rapport à l'autre. Ensuite, je repasse la caméra. Donc là où c'est intéressant, par exemple, par rapport à des systèmes comme le Micromapper, c'est que j'ai pas besoin de changer. Mes scan body de mon empreinte sont les mêmes que pour la photogrammétrie. Donc ça évite d'avoir enlevé les drapeaux pour mettre les scan body propres au système, comme le serait pour le Micromapper ou autre système de photogrammétrie extra-orale.
Donc là, je repasse à nouveau juste un coup de caméra et cette fois, il fait matcher les drapeaux que j'ai fait l'empreinte avant avec la gencive que j'ai fait l'empreinte encore avant. Donc ça, tout ça, ça prend 3 minutes. Hein. Et ensuite, je vais aller à la fin, il va me dire, fais-moi la correspondance entre mes drapeaux à moi, de ma photogrammétrie de Shining 3D, avec les scan body que toi, tu veux, Mathieu. Donc, on va dans l'historique, on va dans la rubrique collection, et moi, en l'occurrence, bon, on a pris la première bibliothèque de scan body, on a pris les Nobel Biocare, mais ça peut être n'importe quel autre système. Hein. Et donc là, il me dit, tu veux ceci? Je dis ouais. Donc, je fais correspondre les 4 drapeaux avec des scan body virtuels. Donc, en fait, je les fais correspondre. Je lui dis, il me dit, est-ce que le 11 est bien en 11, le 21 est bien en 21, des fois, j'utiliserai des scan body différents. Et donc, de ça, on a une impression 3D une heure après, quoi. Comme j'avais déjà fait une empreinte numérique avant, Bastien m'avait déjà préparé le bridge provisoire. Il n'a plus qu'à faire matcher la position des implants exacte avec, parce que je ne fais pas de full guidé, avec le positionnement, avec son projet prothétique. Donc, forcément, il gagne un peu du temps. Et voilà ce qu'on met à la patiente 20 minutes après. Donc, la patiente est relativement contente. Et comme vous avez pu voir, j'ai remis dans une nouvelle position. Je n'ai pas gagné les points intensifs déjà, mais j'ai déjà levé, enfin augmenté la dimension verticale. Et sur le bas, qu'on va faire là dans une semaine, cette fois, on va essayer de commencer à la remettre dans une nouvelle position pour lui recaler la mandibule du mieux qu'on puisse. Donc, je vais finir avec deux choses. Ça, ce sont les. Vous pouvez utiliser ces QR codes. Un pour Smile 3D. Pour toute la partie impression 3D. Donc ça, c'est mon dealer en gros de Belcam. Et sur Drop Your Smile, voilà, pour moi, ce groupe de gens sont indissociables. C'est pas seulement des gens avec qui je travaille, c'est des gens avec qui j'évolue. C'est-à-dire que quand ça merde, je les appelle, comment on fait, pourquoi, machin. Et on commence quand même à fermer un petit peu le cône des emmerdes. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de moins en moins de choses. Je dis pas que j'ai pas de casse, mais par exemple, quand j'ai de la casse, là, j'ai un mec qui casse, oui, il bruxe. Un autre qui casse, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas mis de piste en bas et qu'il mange qu'à droite. Mais globalement, on commence à respirer et on dort un peu mieux la nuit, ce qui est quand même pas mal. Toujours pareil, je reviens toujours aux fondamentaux. Notre but, c'est de faire du joli, miam miam, pas bobo. Donc ça s'appelle du service rendu patient. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec For Your Smile. Donc l'idée, c'est d'arriver, et tout ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'impression 3D et la caméra. Pas bobo, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite quand même, que ça ne dure pas des années, que les patients ne reviennent pas trop avec des casques. C'est aussi pas bobo pour moi, c'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit à une époque, hein, je me souviens il y a quelques années, le septembre de la rentrée, on avait 5 casques. 5 casques, ça veut dire que 5 fois tu appelles le labo en lui disant il faut me réimprimer ça. Donc, eux aussi, ils ont leur vie. Ils ne gagnent pas de thunes, toi non plus, le patient n'est pas content. Alors que tu as le fichier STL, tu enlèves, tu te responsabilises. En fait, tes emmerdes sont tes emmerdes. Tu les gères au cabinet comme un grand, tu revois l'impression. Miam, miam, ils peuvent bouffer quand même plus rapidement sans trop avec les implants. Et puis, c'est quand même assez esthétique parce que vous avez un laboratoire qui design bien. Donc, vous imprimez des trucs plutôt chouettes. Voilà. Est-ce que je peux sortir de ma présentation? Voilà, j'en ai fini pour moi. Alors, si tu peux enlever le partage de ton écran, comme ça on Je verra. vais désactiver le partage d'écran. Voilà. Alors, Eh je vais ben, reprendre un peu je vais reprendre les 3 questions avant que j'oublie. Petite surprise Le à la choix fin. système du Holland-Fort. Donc, il n'y a pas de choix systématique du Holland-Fort. Il y a juste, en fait, la classification de Bédrossian. Depuis des années, je sais que souvent, chaque fois que je vais en conférence en Corée, il y en a toujours un qui dit ah, toi, t'es quand même rock'n'roll, on a toujours l'impression que wouhou. Non, en fait, il n'y a pas de wouhou. Il y a une classification qui s'appelle Bédrossian. Bédrossian, il a dit que s'il n'y avait pas d'os de prémolaire à prémolaire, on faisait Holland-Fort. Et s'il y a de l'os dans la zone 3 de Bédrossian, c'est-à-dire la zone des molaires, on en met 6. La dame, elle n'a pas grand-chose en bas, c'est très atrophique, mais j'en ai quand même mis 6. Quand j'ai rien sous les sinus, je fais un Holland-Fort. Ça, c'est la première chose. Effectivement, vous pouvez aussi en mettre 6 ou 8 et puis après faire de la segmentée. Ça a été, quand je faisais le For Your Smile avec Seb Meloul, lui, il expliquait qu'il faisait ça, qu'il venait de plus en plus à en faire 4 ou 6. On va venir à la question d'après sur pourquoi j'ai mes plans 2. Et ça permettait de segmenter, ensuite de faire 3 bridges et de finalement pallier ce problème de manque de passivité, et donc de manque de passivité dans l'empreinte, donc de manque de passivité dans la réalisation de la prothèse, en faisant 3 petits bridges, ou voire même 4 petits bridges, en faisant 4 bridges de 3 éléments pour établir 12 dents.
Donc ça, c'est la première chose. Je vais répondre aussi à Nate, donc l'histoire des scan body sans chemin de scannage. Ben, moi, j'ai moins d'erreurs, effectivement. Christophe, et du coup, maintenant, 11-21, pourquoi 12-22? Alors, pourquoi 12-22? Parce qu'il y a un truc qui est très simple. Le Holland Ford, normalement, c'est 12-22, 2-2-5-5 ou 2-2-4-4. En fait, le problème, c'est que quand vous mettez, du fait du Holland Ford et que vous mettez des implants avec des piliers multi-units, 4-8, 4-8, c'est des bastos comme ça. Toutes les plateformes de multi-units font 4,8 mm. 4,8 mm, donc j'ai une présentation, je ne vais pas vous montrer là, mais en gros, où on explique qu'on a fait des études sur les longueurs, diamètres, mésio-distales, etc. des dents. En fait, quand vous êtes sur une latérale du bas, vous êtes à 5 maximum. Sur une incisive du bas, du haut, vous êtes à 5. Du bas, c'est 5. C'est-à-dire que quand vous mettez sur une plateforme de 4,8 en position de 2, 32-42, si vous n'êtes pas exactement au bon endroit, vous êtes un peu décalé, vous allez avoir une latérale qui va commencer, vous allez avoir le prothésiste qui va essayer de rattraper votre erreur. Et même quand vous les mettez exactement au bon endroit, si vous êtes sur une petite mamie ou une personne un peu âgée qui a une atrophie ou qui n'a pas un gros massif facial, vous allez avoir des toutes petites latérales, vous ne pourrez pas arriver à avoir un truc esthétique. Donc maintenant, je fais beaucoup 11-3-6 ou voire même 11-4 et en bas, je fais 3-5 ou 3-4-6 ou 3-5-6 et je gère mes pontiques de bridge, mes inters de bridge 31, 32, 42, 41 avec l'intermédiaire de bridge de mon bridge imprimé. Voilà. Des questions? C'est bon? Si on a encore une dernière, quelle expérience en implanto nécessaire au préalable selon toi avant de se lancer dans une formation Holonix? Alors, j'ai une autre question qu'on m'a posée pour les labos d'Afrique. Bon, ça va parler après. Quelle expérience nécessaire? Alors, ça, on ouvre un autre sujet. C'est-à-dire que tous les jours, nous, on fait beaucoup de formations. Je fais aujourd'hui la formation, j'ai reprise tout seul. Moi, aujourd'hui, chez moi, par exemple, quand je fais de la formation, vous allez passer 2 jours, je vais vous parler d'occlusion, je vais vous parler de chirurgie, 4, 6, pourquoi, comment on fait l'avatar numérique, le STL, le DICOM, quelle caméra, quelle technique chirurgicale, quel matériau utiliser, comment on compense au niveau des greffes osseuses, comment on compense au niveau de la cavité tissu mou, l'occlusion. Je vais t'expliquer plein de trucs. Et là, il y a souvent un switch qui va se faire. Donc, il y a quelques années, on l'a moins. Maintenant, on avait des mecs qui étaient sur leur téléphone. Et puis, quand tu leur disais ce que je te raconte, ça t'ennuie un peu, ils me disaient non, mais c'est bon, on va faire de la chair guidée. Alors, la chair guidée, je vais essayer de le dire une bonne fois pour toutes. Ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire dire je délègue ma chirurgie uniquement à l'outil guide chirurgical. C'est-à-dire qu'en gros, si le guide ne rentre pas, je ne fais pas de la chirurgie, je ne peux pas faire la chirurgie. Pour moi, c'est un petit peu une erreur. C'est-à-dire que, et pour moi, un des meilleurs en chirurgie guidée en France, il n'y a pas de débat, c'est Sébastien Méloul. Même Sébastien Méloul te dit des fois, je reprends la main. Tu fais un guide qui s'appuie sur les canines, et puis à un moment, eh ben, la canine, tu l'as extraite et tu as extrait le pan vestibulaire de la canine. Tu as quand même prévu de mettre ton implant canine. Sauf qu'en fait, ce que tu as gagné au niveau de la chirurgie dans la peau des implants, tu l'auras perdu en termes de reconstruction. Moi, si par exemple, j'extrais une canine, j'avais prévu de mettre un implant canine et j'extrais tout le pan osseux de la canine, et ben, j'enlève le bout d'os, je le revisse et je change de site. Donc, pour moi, commencer à faire des full arches, il n'y a pas un nombre d'implants. Déjà, c'est bien connaître son système. Pour moi, faire des full arches, c'est avoir un labo qui tient le pavé, connaître un peu son matos, son système implantaire, avoir du matos qu'il faut. On ne commence pas en Holland Ford avec 4 implants dans le tiroir et 4 piliers coniques. Mais aujourd'hui, nous, pourquoi, par exemple, je t'explique que pourquoi aujourd'hui Seb Meloul fait sa formation aussi de son côté, c'est qu'en 2 jours, il y a dans le numérique, rien que sa formation Digidan sur la partie chirurgie guidée, elle se suffit à elle-même, elle nécessite au moins 2 jours, quoi. Utilisation des logiciels, utilisation de l'exocad si vous voulez du exoplan, etc. Pour moi, il faut déjà savoir faire de l'implantologie, de la chirurgie en fait. Faire du full arch, c'est autant savoir faire de la chirurgie que de l'implantologie. Vous allez être amené des fois à regreffer un bout d'os, faire un peu de chirurgie muco-gingivale. Voilà, il faut tout ça. C'est pour ça que les gens qui se forment chez nous, 2 jours, c'est un minimum. Il y a quelqu'un qui m'a dit
comment commencer pour nous en Afrique avec nos laboratoires et toutes nos limites en chirurgie. Alors, le full arch, moi j'en ai fait pendant des années avec des barres soudées. J'ai eu des super résultats sur les barres soudées parce que ça rendait un grand service. Alors, bon, apparemment, des gens me disent qu'en Afrique, ils n'ont pas les mêmes laboratoires. J'entends, vous n'avez peut-être pas les mêmes caméras, les mêmes. Ce que vous pouvez faire en tous les cas, par contre, c'est les premiers Holland Ford, enfin les premiers full arch comment il s'appelle, Paolo Malo, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une chirurgie, il mettait des scans, des transferts d'empreintes, il faisait l'empreinte au plâtre ou en double mélange, et le laboratoire, derrière, il faisait un appareil complet dans lequel il noyait des piliers provisoires pour multi-units. C'est aussi ça le full arch. Hein. Quand on n'a pas un flot numérique complet, on utilise ça. Après, je comprends, bon, j'ai quelques confrères qui sont en Afrique où effectivement ils n'ont pas forcément les mêmes plateformes. Certains ont les mêmes, des fois n'ont pas les mêmes. Après, pour la France, aujourd'hui, même moi qui ne fais que une grosse activité full arch, je ne me passerai pas de la photogrammétrie, ça c'est sûr, et de l'impression 3D, ça c'est sûr aussi. Parce que ça permet de me dire, voilà, dès qu'on a une casse, on n'en a pas tant que ça, mais quand on en a, le problème c'est qu'il faut les gérer. Et les gérer en interne, vous allez dans votre ordi, vous tapez dans le fichier STL le nom du patient, vous avez son fichier STL, vous lancez sur l'impression, ça part tout seul. Voilà, puis maintenant on imprime aussi nos guides. Nous, on les imprime directement en premium TIFF, hein, parce que nous on mange l'argent. Voilà. Mais sinon, vous pouvez les imprimer en résine pour les guides chirurgicaux. On me pose une autre question à Henriette. Merci. Si je comprends bien, cette solution Graflex, c'est en grande partie pour l'immédiateté de la prise en charge, car pas de mise en charge des implants dans les greffes. Ah ben non, quand tu fais une greffe, tu peux aménager tu peux faire des aménagements tissulaires autour des implants, c'est-à-dire des fois, sur des cas, je vais vous montrer que quelques cas, mais des fois on met un implant et on fait une grosse ROG dessus, hein, sur les spires de l'implant, etc. Mais on a déjà une grosse stabilité primaire. Si vous avez un implant qui tient par habitude, vous ne faites pas en plus une greffe dessus, vous faites une mise en charge. Sauf si vous avez par exemple 6 implants, un qui tient pas trop, cette fois ça va être carrément la prothèse qui va être comme une sorte de stabilisateur des implants et qui va maintenir l'implant dans cette position de cicatrisation. Voilà, donc on peut faire aussi des aménagements tissulaires. Maintenant, si vous greffez un maxillaire complet, évidemment, non, vous n'allez pas mettre des implants dans la greffe le même jour et faire une mise en charge. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci Mathieu. Les maîtres de cérémonie. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Juste, je rebondis sur le fait d'être bien accompagné, étant donné l'exemple concret. L'expérience du full numérique ne peut être, à mon sens, qu'avec un accompagnement au niveau du bon distributeur et surtout du bon support technique, parce que le numérique, c'est magnifique quand ça fonctionne, mais ça peut être extrêmement compliqué quand ça ne fonctionne pas, que ce soit des problèmes de caméra ou des problèmes de cloud, comme tu as pu rencontrer. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que le numérique, avoir une bonne caméra, c'est bien. Avoir, comme tu le disais, un ensemble, un bon distributeur, un bon laboratoire et du bon matériel, c'est quand même nettement mieux. Alors moi, je voulais rebondir justement par rapport à un truc sur la Shining, parce qu'il y a eu beaucoup de photogrammétrie extra-orale. Il y a quand même un intérêt quand même dans la photogrammétrie intra-orale, c'est le fait de pouvoir quand même faire une empreinte sans changer. Moi, à la fin de la chirurgie, je mets mes drapeaux, je les mets qu'une fois, hein, je ne change pas. Et ça, moins vous avez d'étapes, moins vous avez de logiciels, plus vous intégrez tout dans le même logiciel, quand même, mieux c'est. Là, c'est pareil. Moi, il se trouve que c'est vous qui m'avez initié à la Shining en même temps que l'impression 3D. Tout ça, ça fait quand même un workflow numérique. Là-dessus, on a intégré, enfin, il y avait Bastien que vous connaissez qu'on connaît tous les trois. Donc, tout ça, ça fait des gens qui se connaissent. Quand ça merdoie, tout le monde est en contact. Ça, c'est quand même hyper important. Je vois des fois des gens qui viennent faire ma formation, qui ont des laboratoires qui ne savent pas. C'est compliqué. Vous pouvez pas. La limite du full arch, c'est rarement vous, hein. C'est plus les personnes que vous avez en face de vous, les labos qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Hein. Ça s'improvise pas. Hein. Faire un full arch, ça s'improvise pas. On ne se lève pas un matin en disant tiens, putain, je vais mettre 4 clous à bout de résine et viens me voir dans le pré. Ça marche pas comme ça.
Même si ça donne l'impression comme ça que les chirurgies sont assez simples, nous, on en a fait beaucoup pour en arriver là quand même. Et puis, on s'est quand même goinfré, on a essayé quand même 2-3 caméras. Hein. Elles sont pas toutes. Hein, voilà. Elles sont pas toutes au même niveau. C'est-à-dire qu'alors attention, quand je ne veux pas citer certaines caméras, il y a des caméras qui sont super bien pour l'omnipratique, super bien pour le bridge. Car il ne faut pas cracher dans l'eau, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, je n'évoque ici que des caméras qui sont faites pour la photogrammétrie, pour le full arch. Le full arch sans photogrammétrie, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est simple. Hein, moi, je vais résumer au jour d'aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire, parce que ça ne fait pas au jour de demain, ni à l'heure d'aujourd'hui. Full arch numérique, c'est photogrammétrie. À part la Shining, je ne vois pas ce qui fait de la photogrammétrie. J'entends parler d'autres caméras, mais quand je discute avec les gens qui les ont, je leur dis, mais vous avez des drapeaux? Ils me disent non, c'est des scans body normaux. Donc, ce n'est pas de la photogrammétrie. Ça peut être de l'empreinte très précise. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que au-delà des full arch, on fait quand même un peu, on dépanne Madame Pichu ou M. Robert sur des empreintes classiques. Il y a un truc, j'ai quand même essayé 4 caméras connues, très connues. Je ne connais pas une caméra qui aille plus vite. Alors, Sébastien vous dirait, docteur Mélo, il dirait, mais on s'en fout d'avoir une empreinte qui va vite. Oui, c'est vrai, c'est pas sur un full arch. Si l'empreinte met 1 minute 22 au lieu de 27 secondes, ça ne change pas la face du monde. Mais il y a quand même un truc, au-delà de l'empreinte, de la rapidité, moi je trouve c'est le fait qu'elle ne décroche pas. C'est-à-dire que vous avez vu deux cas qui sont quand même très atrophiques. Quand vous arrivez sur une table de jardin qui a rien, il n'y a pas de relief, et que le moindre petit relief, elle le tient en compte et elle arrive à ne pas décrocher, vous allez d'un trigone rétromolaire, limite une branche montante de la mandibule jusqu'à l'autre, et que du coup, quand vous avez fait une empreinte complète comme ça et que vous faites votre chirurgie ici, et que sur l'empreinte complète comme ça, où il y avait un truc avec un locator ou un stélite, vous avez gardé tout ça, et il peut mettre en occlusion grâce aux points qu'il a pu garder. Ça, c'est quand même très, très important pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. C'est des points qui sont quand même majeurs dans l'information sur la dimension verticale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez quand même une empreinte qui ne décroche pas. Arriver à taper un one-shot sur une empreinte, pour ceux qui ont l'habitude, c'est aussi quand même assez important. Il y a aussi un mec que je voudrais beaucoup citer, c'est Mohamed Bekaoui, génius dentiste, qui est quand même un mec que j'aimerais beaucoup rencontrer. Je l'ai rencontré dans un avion, en l'occurrence, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais ça, c'est quelqu'un, je pense, c'est quelqu'un aussi vers qui il faut se tourner, parce que c'est un praticien, c'est un excellent praticien, c'est un putain de génie trouve-tout. C'est un mec aussi qui a une grosse expertise et lui aussi quand même d'accord pour dire que la Shining, c'est un chouette outil. Voilà, c'est des gens, tout à l'heure quand tu me posais la question vers qui il faut se former pour aller, c'est des gens aussi vers qui il faut se tourner pour se former parce qu'ils ont aussi un gros back-office là-dessus. Un autre truc aussi qui est intéressant, c'est en termes de caméra, moi, pourquoi on me dit souvent, pourquoi tu n'as pas attaqué avec la Sprintrail? La Sprintrail était plus chère. Et quand j'ai commencé, j'ai aussi une logique économique. Je ne voulais pas commencer avec une caméra, une impression 3D dont je n'étais pas, bon, pas une caméra, un modèle d'impression 3D, une imprimante dont je n'étais pas sûr que j'allais utiliser. Parce que tu mets quand même des ronds dans des trucs. Je voulais être sûr que j'utilisais. Donc, j'ai commencé par la 3, je l'ai gardée 6 mois et j'ai demandé à Nolven de faire quelque chose, passer direct à la 4, tellement j'ai vu que c'était vraiment quelque chose. Quand je parle de révolution, je ne suis pas connu pour ma langue de bois. Quand ça marche plus, je le dis. Quand des implants cassent, je le dis, même si c'est des majors. Quand ça merdouille, je le dis. Quand ça marche, je le dis aussi. Aujourd'hui, voilà, on fait des full arch, on en fait beaucoup actuellement. On en fait jusqu'à 3 par semaine sur 3 jours, ce qui est beaucoup. Il faut que ça débaroule avec des caméras qui marchent bien. Il faut des logiciels, des softwares qui soient stables. Ça, c'est important aussi. Et pas toujours des mises à jour à la noix. Ça démarre pas. Moi, je travaille sur un Mac. Je fais tout sur un seul Mac. Il faut que ça marche. Et je remercie encore Simon qui m'a souvent dépatouillé, alors que quand j'appelle, c'est souvent le feu. Hein, voilà. Et que j'ai une patience qui est relativement, une interface qui est relativement limitée. Donc voilà, il faut aussi l'équipe. Donc je vous tire mon chapeau à vous deux parce que vous m'avez aussi souvent été d'une grande aide. Voilà. Merci bien. Merci Juste beaucoup. un truc, ce qu'on vient de faire ce soir, dans un an, ça sera encore différent à mon avis parce qu'évidemment les systèmes vont évoluer. Je pense quand même que la chirurgie guidée statique, aujourd'hui on y viendra, je pense à la chirurgie naviguée, à mon avis, on est quand même, à terme, ce sera on va aller vers des choses un petit peu comme ça. Et la photogrammétrie, on est je pense, au balbutiement de la photogrammétrie. Je pense qu'en tous les cas, Shining a lancé des belles bases.
et Formlab aussi des belles bases sur l'impression 3D. Je pense que c'est des choses qui vont évoluer. J'espère que dans 1 an ou 2, je pourrai vous dire, alors, ça c'est bon à garder, ça, on peut faire mieux. Pas de réponse à tout ça. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, avec grand plaisir. Et puis, encore merci à toi, Mathieu, pour ton temps aussi, et ce partage Avec plaisir. d'expérience. Avec plaisir. Et on se dit à très vite. Ça roule. Bonsoir à tous. À bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Salut Nolven. Salut Simon. Salut Mathieu, salut Simon.